Bonjour Gérald Bronner. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans le 64 minutes. Vous êtes sociologue, professeur à l'université Paris Diderot, un des sociologues les plus reconnus, on va dire, aujourd'hui en France. Le titre de votre dernier livre chez Grasset, Déchéance de rationalité, un titre percutant et inquiétant. Notre monde aurait perdu la raison. Alors j'imagine que ce n'est pas vraiment une surprise pour le spécialiste des croyances et du fanatisme que vous êtes. Non, ce n'est pas une surprise. Et puis ça fait un certain nombre d'années que j'alerte sur ce risque, je dois dire. Mais le récit, parce que c'est un récit, en fait, c'est une première pour moi. Je raconte un peu à la première personne ce qui nous est arrivé. Ce récit s'enracine au moment des attentats de Charlie Hebdo. Vous dites qu'à ce moment-là, la France bascule dans un autre monde, d'une certaine manière. Exactement. C'est probablement le moment où l'État français, en tout cas, a pris conscience, évidemment, du danger terroriste, mais avec Mohamed Merah, quelques temps avant, on en avait déjà clairement conscience, mais surtout du risque de crédulité. Parce que vous vous souvenez peut-être qu'après les attentats de Charlie Hebdo, nous avons été, comment on dirait, nous avons subi un déluge de théories du complot à propos de ces attentats. Et c'était le coup d'envoi en quelque sorte, parce qu'ensuite, à chaque attentat, nous avons vu ressurgir des théories du complot, dont certaines peuvent être mortelles, c'est-à-dire qu'elles peuvent inspirer un certain nombre de personnages pour passer à l'acte dans un tout autre registre. Nourrir le fanatisme. Absolument. Regardez ce qui s'est passé à Christchurch, par exemple, en Nouvelle-Zélande, au mois de mars, si je ne m'abuse. Un individu a pris les armes, a tué plus de 50 personnes au nom d'une théorie du complot, le grand remplacement. Qu'est-ce que cette théorie du complot, ou qu'est-ce que ces fake news nous disent de l'état de notre monde aujourd'hui ? D'abord qu'il y a une forme de fractionnement, en quelque sorte, de notre socle commun. Auparavant, nous étions d'accord sur les faits. On pouvait être en désaccord sur l'interprétation des faits. Aujourd'hui, nous avons basculé dans un autre monde où nous ne sommes même plus d'accord sur les faits, si vous voulez. Et aux États-Unis, c'est tout à fait patent, puisque, par exemple, les médias officiels, je veux dire les journaux républicains, ne citent plus jamais les journaux démocrates, et réciproquement. En France... On vit dans des mondes parallèles. Absolument. En France, nous n'en sommes pas là. Et il n'y a donc plus de socle, je dirais, rationnel commun. En France, si vous voulez, le Figaro peut encore citer Libération, et réciproquement, mais on sent ce danger pointe, cette fracture qui nous empêcherait de vivre ensemble, en quelque sorte. Vous parlez d'un concept bizarre, que je ne connaissais pas dans votre livre, la pareidolie. Qu'est-ce que c'est la pareidolie ? Alors la pareidolie, c'est quelque chose dont je me sers, notamment avec les jeunes bénéficiaires du centre de Pontourny, parce que c'est un des thèmes du livre, c'est aussi mon expérience dans un centre avec des radicalisés. Alors j'essayais d'exciter leur pensée critique, et je le faisais par exemple, effectivement, en leur montrant des images qu'on appelle des images pareidoliques. C'est pas grand-chose, c'est un jeu auquel on a tous joué, c'est voir des formes dans de l'informe, c'est-à-dire je regarde des nuages, et j'essaye de voir un visage, un cheval, etc. Alors, mais pour eux, pour ces fanatiques, c'est plus qu'un hasard. Voilà. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'évidemment, ces personnes, il n'y a pas d'intention derrière ces images, simplement c'est du hasard. Et moi, je commençais à discuter avec eux sur cette base parce qu'eux ne croient pas au hasard. Alors, je leur demandais, par exemple, est-ce que ce rocher qui ressemble à un visage humain, est-ce que c'est vraiment un géant ? Ou évidemment qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette idée. Mais du coup, je leur demandais de quoi s'agit-il ? Parce qu'à chaque fois que je prononçais le mot hasard, ils me disaient à l'unisson, non, monsieur, le hasard, ça n'existe pas. Et c'est un point très intéressant parce qu'on sait que dans la radicalisation, la pointe ultime de la radicalisation conduit les individus à penser qu'il n'y a pas de hasard, que l'univers nous envoie sans cesse des signes, Allah en l'occurrence, mais ça peut être aussi dans d'autres religions. Et à partir du moment où on a l'impression que l'univers nous envoie sans cesse des signes, on devient un soldat de Dieu. On se met au bord de l'action et dans le pire des cas, de l'action terroriste. Vous venez d'évoquer donc ce centre de déradicalisation à Pontourny, en Indre-et-Loire. Vous avez rencontré des jeunes radicalisés. Quel est le bilan de cette expérience ? Est-ce que cette fameuse déradicalisation, vous y croyez toujours ? Alors, j'ai jamais cru d'ailleurs à la déradicalisation. J'ai toujours été très critique sur ce terme parce que ça voudrait dire qu'on retire une croyance d'un cerveau. C'est pas du tout ça que j'ai fait avec ces jeunes gens. J'essaie simplement de stimuler leur pensée critique, de stimuler leur système immunitaire intellectuel en quelque sorte. Et c'est pour ça que ce livre, en fait, c'est aussi un manuel d'hygiène mentale, très généralement. Alors, ce qui est arrivé dans ce centre, c'est qu'il a fermé, tout simplement. Oui, il a fermé en 2017. Voilà, il a fermé. C'était un peu catastrophique parce qu'en réalité, il n'y avait plus aucun bénéficiaire parce que le recrutement s'était fait sur la base du volontariat. Donc, nous avions de drôles de radicalisés. On avait des radicalisés qui étaient volontaires pour venir travailler, à prendre de la distance par rapport à leurs croyances. Donc déjà, vous voyez, la stratégie de recrutement était un peu étrange parce qu'on est à la suite des attentats du 13 novembre en France et on ne peut pas, à penser Manuel Valls à l'époque, accueillir des jeunes qui rentrent de Syrie, le Premier ministre français, pardon, accueillir des jeunes qui rentrent de Syrie et les mettre dans un centre ouvert où il y avait des baby-foot, etc. Donc on s'est dit, ces gens-là doivent aller en prison. Donc comment on va remplir ce centre en quelque sorte ? On va le faire sur la base du volontariat, sauf qu'ils sont tous partis. Il pourrait rouvrir ce centre prochainement ? Alors, ce centre ne va pas rouvrir. En revanche, l'expérience
expérience que nous avons tentée, sur laquelle il est difficile donc de faire un bilan scientifique, puisqu'elle n'a pas pu être menée jusqu'à son terme, elle a duré à peu près 6 mois, alors qu'elle devait durer 10 mois, eh bien, cette expérience, elle va être continuée à l'heure où je vous parle, dans les centres pénitentiaires, avec des individus cette fois très radicalisés, dans des centres semi-ouverts. Et au moment où je vous parle, lundi et mardi prochain, je vais organiser une formation à l'endroit du personnel qui va être au contact direct avec ces personnes radicalisées. Est-ce que les scientifiques comme vous, les sociologues, les psychologues, ont accès aux fichiers des fichiers S, comme on les appelle, ou bien est-ce que ce sont des secrets défense auxquels vous n'avez pas accès? Nous n'avons pas accès, c'était une chose que je raconte aussi dans le livre, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes, ma rencontre avec François Hollande, etc. Et un des problèmes, c'est que les chercheurs n'ont pas accès à des bases de données qui nous permettraient de mieux comprendre le phénomène. Alors ceci dit, depuis la parution du livre, ça a tout petit peu changé, puisqu'il existe maintenant la COSPRAD, où il y a un conseil scientifique de la radicalité en France, et normalement, si on fait une demande à la COSPRAD, je dis bien normalement parce que maintenant les promesses de Gascon, moi je n'y crois plus beaucoup, eh bien les chercheurs devraient pouvoir avoir accès, certains d'entre nous, à ces données. Devant cette déchéance de rationalité, est-ce que vous avez une méthode, une solution pour redonner un peu de raison au monde, de rationalité? Oui, le premier réflexe que nous devons avoir, c'est de nous méfier d'abord de nos propres intuitions, de notre propre désir de croire. C'est vrai qu'il y a une épidémie de crédulité, méfiance vis-à-vis du vaccin, théorie du complot, populisme, etc. Donc il faut déjà reprendre le contrôle de soi-même, de sa propre pensée. Et je crois qu'une des façons de faire, c'est peut-être de lire mon livre, parce que je donne quelques pistes pour développer la pensée critique. Défendre la rationalité, la raison, c'est un enjeu démocratique aujourd'hui dans nos sociétés. Absolument, parce qu'on le voit bien, d'ailleurs, la démocratie des crédules, la crédulité a pris le pouvoir au sein même de la démocratie, ici ou là, quoi qu'on en pense, aux États-Unis, au Brésil ou ailleurs. On a des dirigeants, qu'on soit d'accord ou pas avec eux, qui contestent l'existence du réchauffement climatique, qui contestent l'efficacité vaccinale, qui réinstaure l'avortement en Alabama, vous voyez. Donc le risque, il est déjà là, en effet. Et je le répète, c'est le fractionnement aussi du vivre ensemble, c'est-à-dire d'une communauté intellectuelle commune. Donc le rationalisme est un humanisme, il est fondé sur une forme d'universalisme. C'est le grand combat d'aujourd'hui, je crois. Pour suivre ces tribulations d'un homme de progrès dans un monde devenu fou, je renvoie donc à votre livre Déchéance de rationalité chez Grasset. Merci beaucoup.